et à d'autres de découvrir la richesse de la diversité. Longue vie à Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville, au service. Nouvelle émission, les gens d'ici venus d'ailleurs, avec Enrique Laranjo et ses invités. Vous feront découvrir les commerces et les professionnels des différentes communautés culturelles et québécoises au Québec. À la radio Centre-Ville, 102.3 FM, tous les vendredis, de 17 à 18 heures, à partir du 3 octobre. Soyez présents. Dia seguinte, preciso de lava, precisando falar amor, teu beijo, teu cheiro. Cê toma botei de juro, se liga, me liga. Teu jogo de novo, vamos jogar. Me safo na rima, fugi do delegado pra te encontrar. E nada contigo, de tarde nas ondas de Nazaré. Viver um romance no transe, dar a volta no mundo contigo a pé. E perder a cabeça contigo até meia-noite inteira, amanhecer. Tá grudada contigo, vamos fazer, fazer. Chers auditeurs, soyez les bienvenus à la radio Centre-Ville 102.3 FM à la émission Les gens d'ici venus d'ailleurs. Je suis accompagné de mon invité José Luis Giacomo et toujours avec mon ami Ismaël M. Bonigaba. Pour la première fois que j'ai réussi à dire son nom de famille comme il faut, mais il faut que ça soit comme ça. Bravo Enrique, bravo. Merci, tu le mérites comme tous ceux qui ont un nom qui, surtout, c'est un nom de famille, c'est lourd à porter, c'est un respect. Alors il faut bien le prononcer. Merci. Alors, chers auditeurs, comme vous le savez, aujourd'hui c'est Halloween. Halloween. Dans notre pays, ce n'est pas Halloween. Il y a d'autres noms. C'est Pampourdèche. Pampourdèche, oui. Halloween vient dans les anciens temps des Celtas qui ont amené ça en Angleterre, d'Angleterre en Irlande. Les Irlandais sont allés aux États-Unis et ont implanté cette culture. Et là, on appelle Halloween. Mais ce qu'il faut faire la différence, c'est que Halloween et Pampourdèche, c'est deux choses complètement différentes. Halloween, elle est basée sur la mort, la peur et tout ça, tandis que Pampourdèche, c'est le contraire. C'est les enfants aller de porte en porte et demander qu'on leur donne quelque chose au nom de Dieu. Pampourdèche, un pain pour Dieu, c'est ça, un pain pour Dieu. Et les gens donnaient des fois qu'est-ce qu'ils avaient, mais très très souvent, soit c'était du change ou alors du maïs. Et comment est-ce qu'on dit des massaracs de maïs? Des épis de maïs. Des épis de maïs que les gens ramenaient à la maison, puis avec le maïs, on faisait du pain de maïs. Et à Lisbonne, en 1755 aussi, il y a eu un gros tremblement de terre. Et après, il y a la famine qui venait, et puis un an après, 1756, on faisait le porte-à-porte en demandant un pain au nom de Dieu. Et c'est vraiment pour le manger parce qu'on avait la faim. Et il y a aussi
les gens ici vont se déguiser pour ci, ça. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on se déguise? Oui, c'est pour ressembler à un fantôme. C'est ce que je suppose. Tu supposes. Mais la façon que l'histoire, elle dit que aujourd'hui, c'était la journée où les esprits sont les plus proches de les humains sur Terre. Wow. Alors, on faisait des feux, des foyers pour soit éliminer les mauvais esprits et donner de la clarté aux bons esprits qui viennent. Mais pour ça, on avait peur d'être reconnu. Alors, on mettait un masque. Comme ça, les mauvais esprits ne vont pas nous connaître. Ok. Cette explication est bien correcte pour moi. Pour moi aussi, je l'ai pris au point. Alors, c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, on met des masques. Wow. Alors, venons à notre mission habituelle qui a pour but de faire découvrir les communautés culturelles au Québec et faire découvrir le Québec aux communautés culturelles. Aujourd'hui, c'est jour d'Halloween. J'avais un autre invité qui devait être là, mais il m'a dit, Enrique, il faudrait que j'aille avec mes enfants pour Halloween. Je dis oui, bien sûr. De toute façon, j'avais déjà mon invité, un monsieur comme moi, qui vient des îles Les Açores. Il est venu ici, il avait seulement 8 ans d'âge. C'est une personne qui est vraiment intégrée dans la communauté québécoise, mais je vais laisser à lui un peu la chance de s'exprimer et je ferai des interventions parce que c'est une personne que je connais très bien et je les connais, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Et il y a une vingtaine d'années, j'avais un restaurant et ce monsieur est allé là pour la première fois et on a commencé à parler et lui dit t'es portugais, moi aussi, d'où est-ce que tu viens? Je viens des îles Les Açores. Lui, il me dit moi aussi. Puis après, il me commence à parler les traditions, les cultures, tout ça. Mais pour un enfant qui est venu ici, il avait 8 ans. Il avait toujours l'intérêt de découvrir, connaître le plus possible de ses racines. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai toujours eu un intérêt pour l'histoire. L'histoire, les cultures, les savoirs pourquoi. Des fois, je ne sais pas quelque chose et je dis, mais pourquoi? Et on l'explique et on connaît beaucoup, comme par exemple le Portugal, le Canada et le Québec. On a beaucoup de choses à voir ensemble. Comme j'ai déjà dit ici, dans les émissions intérieures, que le premier postier canadien était en portugais. Puis je ne vais pas répéter, sinon les gens qui écoutent vont dire « tu dis toujours la même chose ». Mais l'histoire, elle est seulement une, je ne peux pas la changer. Et aussi, les gens qui sont arrivés à Terre-Neuve dans les années 1500, ils venaient des Açores, comme nous. Et tout ça, en parlant avec José Louis, ça a créé une certaine liaison. Et je vais laisser lui au sens de parler, sinon moi je vais tout dire. Puis lui, il est venu ici pour m'écouter. Il va me dire, Enrique, pourquoi tu m'as invité? Ouais. Monsieur José Louis, Oui. soyez les bienvenus à l'émission Les gens d'ici venus d'ailleurs. Merci. Henrik, ça me fait plaisir. Je voudrais tout de suite dire, avant de parler un peu de moi, que vous parliez du lien entre le Portugal et le Canada, où vous avez parlé d'un postier, Silva. Il faudrait aussi parler de toute la chasse à la morue, pas la chasse, la pêche à la morue, qui, selon ce que je connais, puis l'histoire, en fait, les Portugais venaient dans les côtes de Terre-Neuve pêcher de la morue.
des bateaux avec des centaines de pêcheurs qui venaient pêcher la morue, qui retournaient cette morue-là au Portugal pendant des années. Et si on va à Terre-Neuve, aujourd'hui, on a beaucoup de traces de cette époque-là. Et moi, ce que j'ai découvert il y a quelques années aussi, c'est que ça avait même influencé une partie de la musique de cette province canadienne-là, Terre-Neuve. Donc, j'ai assisté à une comment t'appelles ça, une conférence il y a quelques années d'un monsieur, et j'en parle dans mon livre. Ce monsieur-là avait été à Terre-Neuve pour voir un peu l'histoire de ses ancêtres, et il avait découvert une musique qu'on appelait valse portugaise, qui était inspirée des marins, des Portugais, des pêcheurs portugais. Donc, et on sait aussi que le labrador, c'est un mot qui a une origine portugaise, lavradour. Exactement. On sait qu'il y a de la musique, des plats et tout dans cette région-là, qu'il y a eu des communautés même portugaises qui sont établies là. Les années, je ne m'en souviens pas, mais c'est une histoire très intéressante. Ben, les cortes réales, ils sont venus des Terceira. Oui. Il y a un enfant qui est venu, il n'a jamais retourné, plus un autre. Et les cortes réales, aujourd'hui, si tu vas à St. John's, Terre-Neuve, il y a une statue de corte réale. Si tu vas à Terceira, aussi, il y a la même statue. Moi, j'ai pris une photo à Terceira et j'aimerais prendre une photo à Terre-Neuve. Si un jour je peux, c'est un objectif que j'aimerais le faire. Okay. Surtout parce qu'ils viennent de Terceira. Mais quand on dit qu'ils sont venus à la pêche de la morue, c'est qu'une fois qu'on avait la morue, elle était retournée au Portugal, puis on l'a salée. Alors, une fois qu'on l'a séchée, puis on l'a salée. Alors, comme ça, on pouvait la conserver pour très longtemps. Très longtemps. Et les marins, quand ils faisaient des voyages avec ces poissons salés, ils pouvaient les manger pendant des mois et des mois à venir. Et aujourd'hui, c'est le plat qu'on peut dire que c'est le plat national du Portugal. On dit qu'il y a autant de recettes que de jours qu'il y a l'année. Il y en a plus, même. Oui, chacun va inventer la sienne. Mais c'est pour ça qu'on venait ici, parce que si la morue, c'était une mine d'or, il y en avait tellement là. Oui. Un impact de ça, c'est que en apportant la morue, en la salant comme ça, la morue devenait un poisson très économique. Comme les gens étaient plutôt pauvres, donc c'était très intéressant. C'était très intéressant. Et ça permettait, c'est un ingrédient, un aliment important qui est devenu, comme vous dites, central dans toute la diète portugaise. Un nombre de recettes incroyables et très bonnes. Et moi, encore aujourd'hui, je mange la morue juste comme ça. Juste salée. La morue salée que je dessale par la suite. Mais cette morue-là a un goût différent de la morue fraîche. Et elle est bonne, la morue fraîche, mais celle-là, elle a un goût différent. Et moi, personnellement, j'adore ça. Mais ce qui est drôle, c'est que, c'était économique. Aujourd'hui, ce n'est plus économique du tout. Il n'y a plus rien d'économique. Il n'y a plus rien d'économique. Même les pauvres sardines qui étaient presque données sont rendues très chères. Oui, c'est ça. Mais on va arrêter de parler des poissons pour parler, tu sais de quoi? De moi. Comment est-ce que tu as deviné? Raconte, comment ça a commencé? En fait... Parle-nous de l'immigration portugaise. Quand est-ce qu'ils sont arrivés? Tes parents, puis après...
toi, puis après la Ouais. suite. Disons que quand on est assorien, on est associé à une histoire d'immigration ou un autre. Il y a toujours eu beaucoup de pauvreté, il y a eu plusieurs temps particulièrement difficiles aux Açores. Il y a eu aussi des temps assez difficiles au Portugal et en général avec la dictature de Salazar, toute cette période-là, je pense que c'est 1930 à 60 quelques. Oui, 75, 74. Il y a eu beaucoup de difficultés et les gens ont essayé d'immigrer d'un côté ou de l'autre, où est-ce qu'ils pouvaient. Ils immigraient où est-ce qu'ils pouvaient. Et au niveau des Açores, l'immigration a été plutôt du côté Amérique, États-Unis, Canada, les Bermudes. C'est surtout là qu'on retrouve, du côté européen, on retrouve plus. Le Brésil aussi. Brésil aussi, oui. Mais du côté européen, en Europe, particulièrement en France, on retrouve plus des Portugais qui viennent du continent. On dit que Paris, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, est la deuxième plus grande ville portugaise du monde. Du monde. En tout cas, alors après Lisbonne. D'ailleurs, je viens juste de faire une confirmation. On a ici une personne qui travaille à la radio, il s'appelle Romad. Lui, il vient juste d'arriver de Paris. Oui. Puis il a dit là-bas, c'est une rue, c'est soit portugais ou maghreb. Tu choisis les deux. Portugais partout. Moi, je choisirais portugais. Mais donc, il y a eu plusieurs immigrations. Par exemple, dans ma famille, il y a eu des immigrations vers les États-Unis. J'ai des tantes, j'ai des oncles qui ont été aux États-Unis dans les années 1900. Et nous, mon père, par exemple, son père à lui, ils étaient 4. Son père est resté seul à San Miguel. Les 3 autres sont partis d'un côté ou de l'autre. Il y en a 2 qui ont été aux États-Unis et 1 au Brésil. Donc, la question d'immigration est très, très importante. Toutes les familles ont une histoire d'immigration. C'est incontournable. La mienne commence en 54. Je pense qu'il y en a, comme plusieurs le savent, le Canada en 52 a ouvert ses portes à l'immigration portugaise en particulier. Et en 53, il y a eu un premier bateau avec quelques Açoriens et plusieurs Portugais du continent, 85 en tout, qui est parti du Portugal et qui est allé au Canada. Et par les années qui ont suivi, en 54, là, il y a eu plus d'1 millier d'Açoriens qui ont émigré au Canada par bateau. Et ça a continué les années 55-56 avec des bateaux, puis ensuite avec surtout des avions à partir de 57-58. Et moi, personnellement, j'ai suivi en avion. Nous avons quitté l'île de San Miguel vers le Canada, vers Montréal en 58, 4 ans après le départ de mon père en 54. Et c'est pour ça qu'on retrouve à Montréal beaucoup de Portugais, des Açoriens. En fait, on retrouve surtout des Açoriens, là, parce que, comme j'ai dit, les Portugais du continent allaient plutôt vers l'Europe et les îles venaient plutôt vers le Canada. On peut dire que, généralement parlant, 70% des Portugais qui sont ici sont des Açoriens. Exact. Oui.
entièrement d'accord. Alors moi, je suis arrivé ici en 58, comme je disais, avec ma mère, mon frère Manuel et ma sœur Thérèse. Une chose drôle, c'est que nos noms, en partant, ont été changés à l'aéroport. Ah oui? J'ai dit, et c'était comme ça pour tout le monde. Alors, parce que nos noms étaient un petit peu compliqués. Trop long? Trop longs. Moi aussi, j'ai coupé aussi. Vous avez coupé, mais nous, on n'a pas coupé. Ils ont coupé les noms et ils les ont francisés un peu. Comme ma sœur, qui s'appelait Terzinha, c'est devenu Thérèse. Oh. Et comme vous savez, au Portugal, les gens portent le nom du père et de la mère depuis toujours. Moi, je connais pas d'autre chose que ça. Alors qu'ici, on portait le nom dans les années 50, 60, etc., on portait le nom du père. Donc, le nom de la mère a disparu à l'aéroport aussi. Ma mère s'appelait Rapouse de Silva. Mon père s'appelait Giacomo. Donc, nous, on est tous devenus Giacomo. Il n'y a pas de Silva. Et même ma mère, elle a été choquée, si on peut dire, parce que quand elle était à l'aéroport, ils lui ont dit, votre nom, c'est... Puis elle a dit son nom, mais elle a dit, oui, mais vous n'êtes pas marié avec ce monsieur Jacombe. Elle a dit, oui, bon, vous vous appelez Madame Jacombe. Hilda Jacombe. Et ma mère a dit non, elle s'était jamais appelée comme ça. Elle a fait un peu une surprise. Elle était complètement débalancée par ça. Avec raison. Finalement, elle a accepté, je veux dire, et ils ont écrit son nom comme ça. Mais j'ai encore ces papiers-là. Par la suite, une fois arrivé à Montréal? Par la suite, comme beaucoup décrivent, nous aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui décrivent qui sont arrivés, puis il y avait beaucoup de neige, mais nous, on est arrivés un jour qui suivait une grande tempête de neige, vraiment une grande tempête de neige. Et c'était un 25 mars, et le 24 avait eu une grande tempête de neige. Donc, Montréal était complètement enseveli et silencieux. On voyait des fils brisés. Moi, ce que je me rappelle de cette visée, de cette chose-là. Mais de toute façon, pour nous, comme vous pouvez comprendre, c'était une vision complètement ahurissante. Là, on n'avait jamais vu un flocon de neige de notre vie. Là, on voit des montagnes de neige. Et même, on a pris un taxi, et le taxi de l'aéroport s'est arrêté devant la maison, évidemment, un appartement sur la rue Saint-Dominique à Montréal. Et nous avons dû grimper par-dessus une montagne pour prendre le taxi. Pour aller de l'autre côté, là, vraiment passer par-dessus un tas de neige avec nos souliers et tout pour aller ensuite sur le trottoir et monter au 3e étage du logement. Donc ça, c'était nos premiers jours. C'était un jour, évidemment, qu'on n'oublie jamais dans notre vie, qu'on ne peut pas oublier parce que le contraste entre d'où on est parti et d'où on est arrivé, c'était vraiment incroyable. Et une chose qui diffère, mettons, notre imagination, c'est que à l'époque, les photos, tout ça, ça existait à peu près pas. On n'avait aucune photo, personne. Donc, aujourd'hui, si vous allez dans un pays inconnu, vous aurez vu à la télévision ou sur votre... Vous savez tous d'avance. Tout d'avance. Vous verrez sur votre ordinateur des films, des vidéos, des itinéraires proposés, toutes sortes de choses. Hein? Donc, vous allez...
ce pays-là est inconnu, mais il n'est pas tout à fait inconnu, finalement, tu sais. Nous autres, c'était vraiment comme si on arrivait sur la planète Mars, là. C'était complètement inconnu. C'est toutes les images qu'on voyait, tout ce qu'on voyait, c'était du jamais vu. On n'avait jamais vu ça. Et donc, malgré le fait que mon père soit ici depuis quelques années, il nous a envoyé 3, 4, une demi-douzaine de photos, mais rien pour dire que on va se faire une idée la réalité, c'est du tout pays. un autre, exactement. Ben oui. Et quand vous êtes arrivé, vous êtes allé directement dans la communauté portugaise? Non, on est une des quelques familles qui n'étaient pas dans la communauté portugaise, ce qu'on appelait à ce moment-là le quartier Saint-Louis, dans le plateau. Et donc, on n'était pas là. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que mon père, quand il est arrivé en 1954, il a travaillé sur une terre agricole à Saint-Michel. Et ensuite, il a travaillé dans une usine qui faisait des dactylos, qui s'appelait Royal Typewriter. Alors, cette usine-là était dans le nord de Montréal, là, au coin de la rue Jean-Talon et l'avenue du Parc. Je imagine que c'est pour ça qu'il a élu comme maison, dès son arrivée, quelque chose dans ce coin, vers le nord de la ville plutôt que dans le bas de la ville. Je ne sais pas exactement la raison exacte. Mais il est arrivé, quand il est arrivé, il a trouvé une chambre près du marché Jean-Talon. Et finalement, la famille a toujours demeuré pas loin de là. Le quartier italien, ouais. Alors moi, mes amis, par exemple, c'était des Italiens, des Canadiens, aucun Portugais. J'ai jamais été à l'école ou eu des voisins portugais. J'avais des amis de famille qui étaient portugais, alors quand on se voyait, on aimait ça. Je m'imagine que les premières années étaient difficiles pour un garçon de 8-9 ans. Oui, pour nous, c'était très difficile. Évidemment, comme tout le monde le dit, ceux qui ont émigré, surtout dans ce temps-là, la langue est une barrière importante. On ne savait pas, évidemment, parler le français ni l'anglais. Aucun mot. Donc, pour nous, quand on descendait dans la rue, on était comme des innocents. Là. Tout ce qu'on entendait, on ne comprenait rien. Et il y avait aussi c'était une époque où Montréal était beaucoup moins, disons, il y avait beaucoup moins d'immigrants à Montréal. Disons que le Montréal était beaucoup fermé à ce moment-là. C'était, moi, je suis arrivé en 72. 72? Oui, Oh là, à 72, ce n'était rien de les histoires que moi j'entends. Oui. Je pense que 67... pour l'expo, oui. ça a mis Montréal sur la map. Définitivement. Et ça a ouvert les yeux aux gens de Montréal. Ouais. Ils ont vu un monde qui arrivait à Montréal. Ouais. On allait à la Ronde, où il y avait la terre des hommes, comme disait dans le temps. On avait des kiosques de chaque pays. On a découvert le monde, les cultures, il y avait des danses, mais surtout la gastronomie. Ouais. On a tout découvert. À partir de 67, tout a changé. Tout a changé. Alors, je veux qu'on continue sur toi, parce que tu sais quoi, on parle, tu es encore dans ton enfance, et puis une demi-heure est déjà partie, on a seulement encore une demi-heure. Oui. Et je veux arriver à la fin avec ça. Oui. Mais je veux que tu me dises après, tu t'es marié, le départ de tes parents, et qu'est-ce que c'était le déclin après le départ de tes parents. Je ne veux pas te pousser, je veux juste que tu comprennes l'heure. Oui, le déclin de tes parents, une fois qu'ils sont partis, qu'ils sont décédés. Ah oui, d'accord. C'est là que tu vois, il te manquait énormément. Oui, pas seulement eux,
mais la culture, les racines, le travail que tu as fait. Quand Oui. tu venais à mon restaurant, toujours parler de ça. Oui. Les recherches. Il a écrit un livre, 2 livres, qu'il va vous en parler. Je le laisse la parole. Oui. Je m'excuse Ben, de te en pousser. fait, on peut dire que quand on émigre, moi je ne peux pas parler au nom de tous les immigrants parce que c'est très complexe, mais je rencontre des Portugais ou des Açoriens et il y en a qui vont me dire, ben moi j'ai immigré, mettons, en 1970, tout ça, puis je suis très bien ici, puis je veux rien savoir de ce qui se passe là-bas. C'est pas important du tout. Tu sais. Puis pour les autres, c'est pas important. Et même que j'en ai entendu, j'ai entendu des réactions des fois qui m'ont fait briser le cœur, comme on dit. Ça m'a fait de la peine. Parce qu'ils me disent, bah, c'est de la merde, c'est des mots, tu sais. J'ai dit, ah, c'est comment ton pays, c'est de la merde. C'est incroyable d'entendre des choses comme ça. Mais moi, je suis plutôt de l'autre camp. Même si je suis venu à 8 ans, j'ai toujours gardé mon pays d'origine la langue, les traditions, l'alimentation, tout ça. Tout ça a toujours gardé une place importante dans ma vie et j'ai toujours beaucoup de considération pour ça. Et c'est de là qu'est venu, comme vous dites, surtout après la mort de mes parents en 1987, j'ai senti un grand vide, évidemment. Les deux sont morts presque en même temps. Hein. Oui, la même année. Ma mère en juillet, mon père en septembre. Tu avais quoi, 38 ou 48 ans? J'avais 38 ans. 38 ans, oui. Et à ce moment-là, je travaillais chez Pratt & Whitney. J'avais une vie très active. J'allais d'un côté et de l'autre. J'avais ma famille, j'avais ma maison. Comme tout le monde, on a nos rénovations, nos petites choses à faire, tout ça. Et à ce moment-là, on pense toujours que nos parents vont être là pour toute la vie. Mais donc, soudainement, paf, paf, les deux s'en vont. Puis là, j'ai dit, tout ce côté-là de mon identité, tout ce côté assorien, ce monde assorien, s'écroulait tout d'un coup. Et puis, comme à partir de ce moment-là, j'ai commencé à recueillir non seulement des histoires, des recettes, parce que je disais, j'avais quelques recettes à la maison, ma femme en avait aussi marqué quelques-unes de ma mère, tu sais, elle échangeait avec ma mère parlait bien français, tout ça. Donc, elle avait écrit, puis on faisait des choses à la maison, mais jamais toutes les choses que ma mère faisait, parce que nous autres, on avait l'habitude, le dimanche, c'était comme une habitude, un rituel. On allait souvent manger chez nos parents. Mariés, pas mariés. C'était une habitude. Et puis, donc, on se régalait on continuait à se régaler de ces choses-là. L'union des familles. Oui, mais là, elle venait de mourir. Oups! Donc, j'ai commencé à ramasser les recettes à gauche et à droite. Partout où j'allais, pour moi, c'était comme un trésor de mettre la main sur une recette, quelque chose que j'adorais manger, mais que j'avais pas pris le temps de demander à ma mère, parce qu'elle est partie, elle avait 60 ans, elle était jeune, je pensais pas, moi, qu'elle allait mourir à 60 ans. Et donc, je commence à ramasser ça. Et puis, la même chose pour toutes les histoires qui font le pont avec mon île d'origine, San Miguel. Tout. Alors, toutes les histoires, par exemple, l'histoire des franciscains à San Miguel, qui est très important, et dans tous les Açores. Oui. Mais San Miguel, moi, ma grand-mère travaillait dans un hôpital qui avait été construit par les franciscains, dont la bâtisse a été construite par les franciscains. Donc, j'allais là souvent la voir, tout ça.
c'est quelque chose qui s'est imprimé quelque part dans ma tête. Et là, j'ai commencé à lire sur l'influence des franciscains aux Açores, dans mon île, tout ça. Et ensuite, une autre histoire. J'ai accumulé toutes sortes de choses sur l'immigration. Et tout ça, ça a donné le matériel pour le premier livre, qui est D'unir à l'autre, que j'ai publié en 2018. Ah, c'est un bon titre. Parce qu'on vit dans une île qui est à Montréal, puis il est né dans une île. Alors, d'une île à une autre. Exactement. Qui raconte un peu l'histoire de ta famille et aussi de l'immigration portugaise, les pionniers. Oui, parce que l'histoire de ma famille, c'est à ce moment-là, au niveau des... Je parle un peu d'avant parce que c'est important. Les gens n'émigrent pas pour rien. Alors, je parle un peu d'avant, puis un peu des conditions très difficiles, précaires qu'il y avait dans la vie aux Açores. Et je parle un peu de ça dans ce livre-là. Ensuite, je parle de ce grand saut là, de l'immigration dans les années 50, avec des milliers de personnes qui sont... et toutes les familles qui ont émigré au Canada à ce moment-là. Et ensuite, je parle de l'intégration, de notre intégration dans la communauté montréalaise et nos liens, notre vie, mais ça ressemble beaucoup à la vie de d'autres Açoriens. On avait des liens à ce moment-là avec... la famille était éparpillée. J'avais une tante, des cousins à Toronto. J'avais des grandes-tantes à Fall River, à Boston, Middletown. On allait dans ces places-là en vacances. On allait à Toronto. Alors, je parle de ça aussi. Juste une question que je n'ai jamais posée. Même pas à ta femme, je connais. Comment est-ce qu'elle s'est trouvée dans ces mondes des Açores? Est-ce qu'elle a accepté bien? Oui, ma femme, elle a été... Parce que sa femme est québécoise. Oui, ma femme est québécoise. En fait, c'est une autre partie de l'intégration. Oui, c'est ça. C'est ça le goût de cette émission. On est 4 chez nous, et les 4 ont marié ou vécu ou vivent avec des Québécois ou Canadiens. Tu sais. Alors, les 4. C'est 4 sur 4. Donc, comme vous savez, il y a plusieurs Portugais qui n'étaient pas exactement l'histoire. Là. Exact. Mais j'en connais aussi que leur histoire, c'est comme ça aussi. Il y en a quelques-uns, mais nous, vraiment, c'est 4 sur 4. Là, tu sais. Mais ta femme, elle était d'accord avec toutes les recherches que tu faisais pour connaître tes racines et nous faire découvrir. Au fond, quand ça a débuté, c'était 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Puis, à un moment donné, c'est comme les Cheerios, comme on dit. C'est comme le chocolat. Plus qu'on en mange, plus on en veut. Et moi, je trouvais ça très intéressant. Puis ça répondait à un besoin, un certain vide qu'il y avait dans ma vie, là. Parce qu'étant parti enfant, c'est comme si tout ce monde-là, je l'ai perdu, là. Mais donc, je prenais goût à ça et j'ai pris de plus en plus de temps. Disons, à partir de l'an 2000, là, j'ai commencé à mettre plus de temps. Et présentement, j'ai du matériel j'ai beaucoup de matériel. Ah, voilà. Oui. Alors, après, une fois que tu as écrit ces livres-là, qu'est-ce que tu as fait avec toutes les recettes que tu as accumulées à gauche et à droite? Avec les recettes, je les ai essayées. Je ne suis pas un chef-cook comme je connais des chefs-cook, mais moi, je ne suis pas un chef-cook.
Et on parlait de l'Expo 67, hein, c'est drôle, parce qu'il y a un lien aussi avec ça, c'est que moi, j'ai travaillé à l'Expo 67. Ah oui? Ah, ça, Oui, je et savais pas. 67 et 68. Et pour moi, c'est comme une bombe, Exactement, finalement. Là. ouais. Je venais de découvrir un pays, le Canada, mais là, je découvrais le monde. Monde à Montréal. J'avais 19 ans, je pense, 18 ans, 19 ans. J'étais aux études, et j'ai travaillé là, et on travaillait comme beaucoup. Mais tout ça, c'était merveilleux, c'était complètement... pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable venir d'une île perdue, d'une vie bien, on peut dire, tranquille, Pas mal. arriver à Montréal, déjà une métropole, tout ça, beaucoup de changements. Puis là, bang, avec 67, l'Expo. Mais là, j'ai travaillé dans un restaurant belge, le restaurant belge. J'ai travaillé comme, il appelait ça un garçon de table, un busboy au début. Et la nourriture a pris, parce que comme je dis, chez nous, c'était très important la nourriture. Et je pense que beaucoup de Portugais, que la nourriture est très importante. Mais à ce moment-là, avec l'Expo, ça a donné un autre coup. Parce que je découvrais des mets, des fromages du monde entier. Parce qu'on était invités à manger dans les pavillons qui étaient autour de nous autres. Ah, bravo. Le soir, après notre travail, le pavillon je ne me rappelle pas les noms, mais X, Y, nous disait, venez, on mange. Alors, moi, je mangeais tout ça, c'était tout complètement différent. Et donc, ça là, pour le livre, pour ce livre-là, ça là, il y a une contribution parce que ça éveille mon intérêt pour la bouffe en général. Alors, comme on disait tantôt, toutes les recherches que tu as faites sur les recettes, tu as faites en livre. Et ce livre qui s'appelle Saveurs des Açores, que tu as fait le lancement. Et moi, j'ai eu le plaisir de pas le plaisir, le privilège de t'avoir présenté à la Maison des Açores. C'est moi qui avais le privilège. De t'avoir présenté à la Maison des Açores pour ces beaux livres que tu laisses à la communauté. Ce sont des recettes. C'est un beau livre qui est écrit en français et il y a une version anglaise aussi qui va sortir le mois prochain. Puis l'idée du livre, c'est vraiment de communiquer avec tous les descendants d'Açoriens qui ne parlent pas nécessairement le portugais et qui sont à Montréal et même ailleurs. Alors, le livre est pour ça. Je l'avais fait pour mes enfants, mais maintenant, il est pour ça aussi, pour ces gens-là. Tu as à peu près le même objectif que moi. Exactement. Moi, j'ai créé cette émission et qu'après, il y aura des choses qui s'en viennent par la suite. Oui. Pourquoi faire intégrer les communautés et nos enfants qui ne parlent plus la langue de leurs parents, mais qu'un jour ou l'autre, ils vont vouloir s'intéresser à ces racines et c'est pour ça qu'on fait des émissions en français. Oui, puis là, il y a des Québécois. Comme vous savez, les Açores sont très, le Portugal en entier est très à la mode en termes de tourisme. Alors, il y a beaucoup de Québécois qui sont intéressés par ce monde-là. Et la cuisine. Et on se parle aujourd'hui, mais hier même, je vends les livres directement. Les livres ne sont pas disponibles dans une librairie, là. Mais j'ai une amie de ma fille qui revenait des Açores. Alors, les gens, les Québécois, vont aux Açores. Beaucoup. Les avions aux 3/4 qui partent de Montréal, c'est des Québécois qui s'en vont visiter les Açores. Et ils reviennent, ils ont aimé ce qu'ils ont mangé là-bas.
ils découvrent une autre cuisine, la cuisine portugaise, açorienne. Açorienne. Et cette personne-là a demandé à ma fille, elle savait que j'avais publié un livre, elle m'a dit, ben, j'aimerais ça avoir, je viens de là-bas, j'aimerais ça avoir le livre de ton père. Bon, voilà. C'est parti. Alors, le livre, de la façon qu'il est écrit, et c'est vraiment pour transmettre une mémoire aux descendants des enfants açoriens, mais aussi pour transmettre tout un trésor culinaire et culturel açorien à nos collègues francophones ici et bientôt anglophones aussi, parce que comme j'ai dit, ce mois-ci, je vais sortir la version anglaise. Alors, comme je disais en début d'émission, je voulais vous introduire ce monsieur, José Luis Giacomo. Je trouve que c'est une personne très intégrée dans la communauté québécoise, mais qui n'a jamais perdu ses racines. Exactement. Et c'est comme la plupart de nous tous, c'est comme si on avait deux cœurs. Oui. On est très satisfait au Québec, on adore le Québec, sans jamais oublier et laisser d'aimer notre pays d'origine. Monsieur José Louis, le temps avance. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et la porte est toujours ouverte pour des personnes comme vous. Monsieur Ismaël, aujourd'hui, tu n'as pas eu la parole, presque pas, moi non plus. C'était pour découvrir notre invité. Toi, tu es toujours là. Si tu veux intervenir, tu n'as pas besoin de permission. Tes invités, Enrique, sont vraiment très intéressants. Intéressant. On est absorbé par votre conversation. Merci, merci. J'espère qu'un jour, toi aussi, tu vas amener un de tes invités africains à être ici autour de la table. Je l'espère bien, bientôt. Oui, la semaine prochaine, ça va être moi qui vais être au contrôle parce que Ismaël, en principe, doit prendre congé. Oui, je ne serai pas ici. Exact. Alors, moi, je serai là et on aura un invité qui vient nous parler de l'immobilier. Il va nous parler pas seulement achat, vente, mais les conditions, et pourquoi acheter, côté finance aussi. Alors, ça va être un peu sur ça. Et je voulais laisser un message. N'oublions pas que dimanche, c'est le jour des élections municipales. Oui. Que vous voulez garder le parti qui est au pouvoir, si vous voulez un autre, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est le vôtre. Moi, je vous encourage, c'est aller voter, sortez. C'est le gouvernement qui est le plus proche de nous. Et c'est ces gouvernements-là où les gens ne sortent pas voter. La dernière fois, c'était 38 points quelques pourcents. C'est rien. Et comme j'ai parlé hier dans mon émission, hier, ça faisait 30 ans qu'on avait eu le référendum. C'était un record. 94% des gens sont allés voter. Et au bout de tout ça, la différence était un demi-point. 54 000 personnes. Oui. Sur presque 5 millions de personnes, on a eu 54 000 qui font la différence. Et un demi-point. Le lendemain matin, tu te lèves, c'est comme si tout était beau. Tout le monde prend, va travailler, les nouvelles, ils parlent un peu. Les gens du camp qui ont perdu, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Et voilà, tout est beau. Et moi, je disais, mais voyons donc. Est-ce que c'est ça la démocratie? Par un demi-point, il n'y a personne qui demande un récomptage, il n'y a personne. Dit, OK. Alors moi, je dis, si je serais dans les camps perdants, je serais certainement pas content avec les gens qui étaient à la tête, qui n'ont rien demandé. C'est comme ça, OK, parfait, on a perdu. Tant bien comme ça. De l'autre côté, quand je les regarde, j'ai dit, waouh, bravo à tous les Québécois d'avoir accepté un résultat serré.
Si ce serait dans un autre pays, vous savez qu'est-ce qui arrive, c'est des feux, ben, on c'est brise le tout, cas. Oui, il y avait eu, on casse, on se avait la tue. fraude. On dénonce la fraude. La fraude, oui. Quand puis- même, avec le référendum aussi, on a dénoncé les commandites, hein, oui, oui, exactement. les Oui, financements. pas d'enquête, ça va. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mérite pour avoir peuple. accepté Wow. tout ça. Wow. D'un autre côté, le résultat était tellement serré que de faire un pays avec un résultat aussi serré que ça aurait été aussi Oh là là. tout un défi. Parce Oui. que c'est 50-50, hein, grosso modo. Alors, C'est vous ça. faites un pays, mais à 50... c'est pas comme faire un pays avec 80-20. Ben non, il faudrait C'est qu'il y ait- 50-50. Exactement. Et comme on a déjà fait 2 référendums, là, il y en a qui parlent de faire un 3e, mais c'est quoi? C'est en 3-5, c'est en 4-7. On est c'est rendu ça. à 2-0. C'est Ouais. lui qui va compter, c'est juste les derniers, ou ça va faire 2-1. Ouais. Eric, Ah, vous écoutez. savez, à ce vote-là de 65, on avait dénoncé, je pense que c'est Parizeau qui avait parlé du vote ethnique. Oui. Et de l'argent. Et cela veut dire que ce sera pire, ce serait pire aujourd'hui, puisque l'immigration... Il y a plus d'ethnies. Ouais, 95. Ah oui, mais Montréal est presque la moitié de tout le Québec. Oui. Oui, l'économie, c'est 50% Montréal. En parlant de Montréal, on a déjà parlé des élections, l'importance d'aller voter. C'est une grève qui va avoir dans les transports en commun demain. Alors, Une première en 38 ans. Demain, il n'y aura rien. Il n'y aura pas d'autobus, pas de métro. Puis après, les jours qui vont suivre... ça et va être- dimanche, il y aura des autobus? dimanche, je pense qu'il va en avoir aux heures... Oui. Mais comment est-ce Oui. que les gens vont voter s'ils n'ont pas le transport? Mais je pense que Ça, c'est- l'organisation ça, de c'est- la ça- fête est ça a l'air- problématique. Ça, c'est incroyable. Bah. Et puis on va crier, oh, il n'y a pas de participation parce que vous avez obligé les gens de rester chez eux. Il n'y a pas de transport. Ils se sont arrangés pour ça. S'il y a un salon de livres, il y a les gens qui sont malades, il y a Ah les non, gens qui dépendent du transport en commun. C'est ça qu'on veut vendre. On dit, on passe des années, prenez le transport en commun, prenez pas l'auto. Et on fait une grève. Voilà. Non, ça n'a pas Voilà, de cela sens. quand même. La ville devrait être punie. C'est ce que je peux dire. Parce Mais- que on est en train de pénaliser le public. Mon OK, Dieu. on est allé Mhm. devant un juge. Et c'est le juge qui a autorisé. Oui. Le juge a Alors. autorisé cette grève parce que ça ne fait pas partie de services, préoccupation. les services essentiels. C'est pour ça que cette loi doit être changée. Mais oui. Il y a beaucoup de choses qui sont Donc essentielles. l'élection n'est pas service essentiel? Non, les transports en commun, Mhm. Pas un selon service. les juges, ce n'est pas un service essentiel. Ah bon? Pourtant, c'est un service essentiel. oui, c'est Mais incroyable. selon la loi, les juges suivent la loi. Ils suivent ce qui est écrit. C'est pour ça que le ministre du Travail essaie de mettre d'autres clauses dans Oui. qu'est-ce que c'est un service essentiel. Voyez-vous, les Québécois sont vraiment très dociles. Quand on fait la fraude dans les élections, ils ne réagissent pas. Quand on ferme le transport, ils ne réagissent pas. Ailleurs, Écoute, c'est la grève, la écoute. sérieuse. Ici, à côté politique, on n'est pas fort. On a voté pour René Lévesque pour l'indépendance du Québec. Uh-huh. Et quelques mois après, on vote pour Trudeau pour un Canada fort. Le même peuple. Le même peuple, OK? Voilà. Alors, sur ça, tu mets une bonne musique, puis on va dire à tous nos auditeurs et nos auditrices, merci d'être là. Pour les gens qui sont à la maison, si vous pouvez rester à la maison aujourd'hui, restez, donnez des bonbons à tous les enfants qui vont aller passer chez vous, reposez-vous, il pleut dehors. Et ceux qui sont dans l'auto en train de nous écouter, bonne route et à la semaine prochaine. Merci Ismaël, merci Ça fait plaisir. Jalvis. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Sou da terra, sou do ar, sou do fogo e do mar. Sou filha de Oxalá e minha mãe é Iemanjá. Sou da terra, sou do ar, sou do
fugir aqui, entrego meu corpo. Iemoia, iemoia, e eu morreja. Sereia do meu lar, você é a fonte das minhas águas. Existe Maria, Mucunã e Marabô. E eu sem fugir aqui, entrego meu corpo. O Satã da Lunda, Janaína, Inaê. Moça, flor da lua, aprendi que você que o mal não dura. Sou da terra, sou do ar, sou do fogo e do mar. Sou filha de Oxalá e minha mãe Iemanjá. Sou da terra, sou do ar, sou do fogo e do mar. Sou filha de Oxalá e minha mãe Iemanjá. Oxalá, orixalá, orixaguinha branco. Olha lá que coisa linda que é dançar do seu sopro. Batalá, oxaguinha, oxalufúncia pra chorar. Vem nozinha transformando seus choros em tesouro. Sou da terra, sou do ar, sou do fogo e do mar. Sou filha de Oxalá e minha mãe Iemanjá. Sou da terra, sou do ar, sou do fogo e do mar. Sou filha de Oxalá e minha mãe Iemanjá. Nouvelle émission. Les gens d'ici venus d'ailleurs. Hola Montréal, les habla Elvira Carguayanqui, candidata de Projet Montréal, equipo Luc Rabouin en Parque Extensión. El 2 de noviembre tenemos una elección importante. Construir juntos una ciudad más verde, más justa, más humana y más abierta. Con su apoyo seguiremos apoyando a las familias, valorando a las comunidades culturales y haciendo el transporte más accesible para todos, especialmente gratuito para las personas mayores. Hagamos de Montreal una ciudad que cuide de cada uno de nosotros. El 2 de noviembre les invito a votar por Projet Montréal. Autorisé par